Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de Old School pour l'occasion de notre nouvelle mini-campagne sur la chaîne Halls of the Blood King, ou en français, Les Salles du Roi Sanglant. Je souhaitais revisiter cette aventure incontournable que j'ai dévorée, pour le plaisir de la lire, mais également que j'ai fait jouer à 2 reprises, une fois sur la chaîne et une fois dans le privé. Si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie en mars 2025, vous allez pouvoir découvrir vous-même le module en soi durant plusieurs semaines, le mercredi, alors que j'ai eu le plaisir de l'animer pendant de nombreuses sessions avec des joueurs et des joueuses vraiment de talent. Mais j'avais également aussi le goût, à force de la faire jouer, justement, la faire jouer, ça m'a comme un peu donné l'envie de, en quelque sorte, faire tomber, je crois, du moins de mon point de vue, de francophone nord-américain, de faire tomber un peu certaines idées préconçues ou récurrentes au sein de la francophonie, du moins de ce que je peux voir concernant le genre old school, l'OSR, le old school revival, old school renaissance, démontrer la richesse et la diversité des modules qui sont dits old school, dans l'esprit de la vieille école des premières versions de Donjons Dragons, mais qui ont tout de même l'attention d'inclure en quelque sorte une sensibilité et une conception moderne. Je vais ainsi, de temps en temps, publier une vidéo avec un tag du genre Cool Old School, des capsules dans lesquelles je vais tenter de promouvoir certaines aventures que je considère d'une grande qualité dans le monde OSR et qui méritent attention. Je crois au-delà de cette sphère spécifique. Alors même si vous n'êtes pas intéressé par le genre OSR, par le style que proposent les parties OSR, les jeux, les modules, je vous conseille quand même d'écouter cette capsule-ci parce que mon objectif est de justement faire tomber une certaine barrière qui, selon moi, demeure encore. Le fait que le jeu OSR est souvent associé à des idées plus conservatrices. Il est associé à des concepts un peu plus qui sont restés coincés dans les années 80, à porte fermée, avec un public ciblé qui est très masculin, très pointu, orienté, alors qu'on ne s'intéresse pas du tout aux autres personnes qui pourraient être intéressées par le style de jeu. Mon objectif, c'est de montrer que c'est complètement le contraire. C'est vraiment à l'opposé de ça, alors qu'aujourd'hui, en 2025, au moment où je présente cette capsule-là, j'ai l'impression qu'il y a tellement de richesse à ce niveau-là, avec des autrices et des auteurs qui sont de talent et qui vont proposer des modules OSR qui vont vraiment renouveler l'expérience et qui peuvent justement venir chercher certains sujets ou certains thèmes qui pourraient intéresser des gens qui ne sont pas orientés vers ce style de jeu-là à la base. Alors, sait-on jamais, peut-être que je vais vous convaincre, peut-être pas non plus, c'est pas plus grave que ça. Ainsi, pour ce tout premier Cool Old School, on va appeler ça comme ça, je me penche à nouveau sur Halls of the Blood King, les salles du roi sanglant. J'avais déjà abordé le module il y a de cela un certain temps, à une époque où j'étais un bambin sans jugement, ça doit faire, je pense, peut-être 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, après justement l'avoir animé 2 fois, dont une fois sur la chaîne, je trouvais que c'était pertinent de montrer les nuances et les forces de ce module, parce que selon moi, il rentre dans on va dire ce précepte-là des modules OSR qui peuvent intéresser des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par le genre OSR de base. Et puisque nous présentons le tout en tant que mini-campagne sur la chaîne, je vais scinder la vidéo en 2 sections. Une partie qui va plus être qui ne possédera pas de divulgachage. Donc vraiment une partie où je vais mentionner vraiment des préceptes assez communs et assez visibles de l'aventure, alors qu'une autre section, je vais aborder plus des secrets du module, et ainsi vous allez pouvoir couper au moment désiré si jamais vous ne souhaitez pas avoir certains secrets parce que vous souhaitez écouter l'aventure qu'on va faire jouer sur la chaîne dans les prochaines semaines. Pour les vidéos Cool Old School, je vais diverger des points que j'aborde habituellement dans mes vidéos quand je fais des critiques. Au lieu d'évaluer selon certains critères qui me sont assez récurrents, je vais plutôt orienter mon attention sur des points qui sont assez spécifiques ou assez typiques du genre OSR, mais qui peuvent justement démontrer la diversité qu'ils peuvent, que ces principes-là, que ces idées-là peuvent proposer, ces points-là. On pourrait définir le tout par les points suivants. La saveur et le thème du module. Donc, à quel point est-ce que le module possède une saveur au-delà de dire qu'il représente l'image typique d'un donjon humide au couloir de pierre? Qu'est-ce que ça évoque? Et il y a l'écriture du module et sa mise en page. Donc, est-ce que le module est une avalanche écrite, un projet qui aurait potentiellement dû être un roman de fiction avant d'être un jeu de rôle où nous pouvons tirer le maximum
et économiser du temps dans la lecture avec quelque chose d'un peu plus concis et de bien qui va quand même bien refléter les propos que l'auteur souhaite partager. Et en complément, à quel point est-ce que le module est facile à lire pour les francophones, à quel point est-ce que les aventures ou le module en soi est accessible pour quelqu'un qui n'est pas de la langue de Shakespeare, parce qu'on s'entend, plusieurs modules OSR de base sont en anglais. Il y en a quelques-uns qui sont traduits ici et là selon on va dire, les contrats et tout ça, les licences. Mais en grande partie, j'ai l'impression que les modules que je vais aborder dans les cours old school sont surtout anglais, de langue anglaise. Et aussi, également, la mise en page. C'est quand même assez important, alors que justement, je pense que c'est un point fort du genre OSR, alors que certaines idées sur l'ambiance qui est reflétée, qui vont en quelque sorte... l'ambiance qui va rappeler le style old school des premières aventures, on est vraiment à des années-lumière lorsque vient le temps de parler de la mise en page. Ça a évolué beaucoup avec le temps. La mise en page des jeux de rôle ont énormément évolué, l'écriture aussi. Ainsi, on est face à quelque chose de beaucoup plus facile d'approche et facile à prendre en main de façon générale. C'est ce que je vais aborder selon les modules. Et ensuite, il y a, est-ce que le module possède quelque chose à voler? Donc, la diversité, la quantité ou même la diversité des biens qu'on peut trouver dans l'aventure, que ce soit des trésors magiques ou non. L'aventure, est-ce qu'elle a quelque chose qu'on peut trucider ou surpasser? Donc, les monstres, typiques du genre, est-ce que leur présence demeure logique dans le contexte de l'aventure? Est-ce que l'aventure brise des concepts plutôt et des clichés de monstres comme on les connaît, mais également aussi, justement, quand je dis surpasser, je parle aussi des puzzles, donc des énigmes, des choses que les joueurs ou joueuses doivent surpasser pour avancer, qui n'est pas nécessairement un monstre. Ensuite, il y a quelque chose qui peut nous trucider. C'est là où les bestioles qui peut nous mettre au tapis. Parce qu'en rappel, dans la mouvance old school, dans la mouvance OSR, les créatures ne sont pas nécessairement adaptées au niveau des personnages. Certains dangers doivent être surpassés d'une autre manière que le combat classique ou le combat direct. Il y a les différents chemins et tracés de l'aventure. Est-ce que l'aventure est linéaire? Est-ce qu'elle possède plusieurs chemins qui mènent à la conclusion? Est-ce que l'exploration est encouragée? Quelqu'un ou quelque chose à qui on peut parler. Est-ce que les créatures... Toute créature n'est pas bonne à trucider, on s'entend. Avec certaines, on peut échanger, discuter, des personnages aux joueurs intéressants, uniques, des challenges qui ne sont pas basés sur le combat, justement. Quelque chose avec lequel on peut expérimenter. C'est pas tout à fait un trésor, pas tout à fait un puzzle. L'interactivité des lieux, les choses sur lesquelles on peut repousser les limites, voir les concepts, comprendre des secrets. Quelque chose que les personnages ne vont jamais trouver, parce que oui, il y a des choses qui sont assez nichées, il y a des choses qui sont assez subtiles, qui ne sont pas nécessairement essentielles à l'aventure, mais qui peut être découvert si on met son nez vraiment partout, alors que j'ai certains joueurs et joueuses, je pense surtout à Kim sur la chaîne, qui a vraiment l'espèce de tic de vouloir absolument, l'habitude de vouloir creuser tous les secrets qu'un endroit peut cacher, et ça serait surtout elle qui découvrirait par exemple un élément dans un jeu, alors que normalement cet élément-là resterait caché, et ce n'est pas plus grave que ça. Et finalement, les décisions significatives. Est-ce que nos actions ont un impact sur ce qui se déroule en jeu? Est-ce que le module a de faux dilemmes? Est-ce que c'est problématique? Est-ce qu'on on a l'impression que malgré le fait qu'il y a un semblant de liberté, on est orienté vers un point précis? Bien entendu, je ne vais pas passer par-dessus chacun de ces points lorsque viendra le temps de présenter un module. Ça fait beaucoup de points à considérer. Je vais surtout mettre l'emphase sur ce qui sort vraiment du lot. Ainsi, on débute avec Halls of the Blood King. Et on commence avec le petit synopsis. Le petit synopsis que j'ai traduit en français. Avec l'ascension de la lune de sang, le repère maudit du roi des vampires revient dans ce monde. Le seigneur de tous les vampires vient réclamer le sang qui lui est dû. Ces halles, ces salles renferment des trésors et des secrets qui pousseraient n'importe quel aventurier ambitieux à abandonner la raison et la prudence pour découvrir ce qui peut se cacher ici et là. Risquerez-vous votre âme pour de l'or et de la gloire dans les halles du roi sanglant? La prémisse de base, eh bien, c'est cela. Et c'est ce que ça propose. Hall of the Blood King, une aventure publiée chez Necrotic Gnome, écrite par l'excellent Diogo Nogueira. D'ailleurs, l'aventure a gagné un prix aux Ennies, les espèces d'Oscars en quelque sorte du monde du jeu de rôle en anglais, pour meilleure aventure. À la base, elle est pour OSE, donc Old School Essential, niveau 3 à 5, mais encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur le système de jeu. C'est vraiment pas l'objectif ici.
je vais vraiment plus m'attarder sur l'aventure et, accessoirement, parce que ça peut être utile à certains moments, des concepts un peu plus mécaniques. Mais on va commencer avec la section sans divulgachage, donc sans spoiler. La saveur et le thème du module. On pourrait croire au premier coup d'œil que Halls of the Blood King s'apparenterait à Ravenloft, le château de Strahd. On imagine comme la grande demeure gothique à l'horizon qui plane sur la montagne, mais en fait, on est quand même vraiment loin de cette image typique de la grande demeure transylvanienne. On est vraiment plutôt dans un adroit mélange entre Ravenloft et Planescape, pour ceux qui comprennent en fait la référence. Un autre setting, un autre univers emblématique de Donjons Dragons qui met plus l'emphase sur le multivers. Parce que oui, le château, en fait, le château, c'est le lieu où vit le roi des vampires, mais c'est le roi des vampires du multivers. La demeure se déplace d'un bout à l'autre du monde connu et inconnu. Et le Seigneur des Vampires, eh bien, il va accumuler des objets en tout genre, provenant d'un peu partout. Et n'imaginez pas des couloirs éclairés par des chandelles fondantes. Là, on est très loin de ça. Les murs sont mauves, sont striés par des veines bleues, comme si on se trouvait à l'intérieur même d'un cœur qui pulse au rythme du sang qui s'écoule sur le sol du château. Le visuel du module en soi concorde totalement avec le ton et les thèmes. Les illustrations sont faites avec talent par Justin Jones, qui est une illustratrice vraiment, vraiment très, très cool. C'est troublant, c'est grotesque, c'est violent, c'est démesuré. C'est vraiment plus dans ça fait penser un peu aux vieux jeux de Castlevania. Tu sais, pensez à ça, des têtes qui sortent des murs, des monstres juteux, des espèces de grands coups qui s'étirent, des genres de 1000 pattes avec un visage humain, là, des esprits maudits aux traits en douleur. C'est merveilleux et horrible à la fois. Et c'est vraiment plus dans ce ton-là qu'on est. Donc, c'est pour vraiment briser l'espèce d'image qu'on se fait classique. Souvent, c'est ça, les gens vont souvent me faire une comparaison. Quand je parle de ce module-là, ils vont me dire un peu comme Ravenloft. Eh bien, non. On est très loin de ça. On est beaucoup plus dans l'étrange. L'étrangeté. Et ça peut être un frein, comme ça peut être un point positif pour certaines personnes. Ensuite, il y a aussi le fait que le module, dans son thème et son ton, il demeure malgré tout agnostisme. Je m'explique. C'est agnostique dans le sens où, et ça c'est un point que j'apprécie particulièrement dans les modules OSR, ou les modules en général de jeux de rôle, je dirais, c'est lorsque ce dernier, le module en soi, va me proposer une mise en contexte qui peut se transposer ailleurs sans difficulté. Le module a un lieu riche, qui est intense, qui est étrange, mais il peut sans problème se déplacer ailleurs parce que justement, c'est le château du roi du multivers. C'est le roi vampire du multivers. Donc, il peut vraiment aller dans un autre monde, un autre univers de Donjons Dragons. Il peut se déplacer d'une partie à une autre s'il le veut. Ainsi, il est agnostique dans le sens où on peut facilement inclure cette aventure-là dans une partie en cours, dans une campagne en cours, parce que, bien justement, il peut se trouver un peu partout. Et ça s'explique ainsi. Il se déplace, il va chercher sa dette de sang auprès de ses différents serviteurs. Pour moi, c'est une très, très grande force que le module utilise très bien. Parce que des fois, un concept agnostique, un concept plus neutre, peut se déplacer, plus se transposer d'une partie à une autre, mais il va être moins intense que celui-ci. Ça, le fait que le module en soi est très étrange et très bizarre, mais qu'il peut également aussi se déplacer d'une mise en contexte d'une partie à une autre, pour moi, ça démontre en fait à quel point celui-ci est bien pensé. C'est ça, c'est bien pensé dans son thème. Ensuite, on y va avec l'écriture du module. Que ce soit l'écriture de Diogo Nogueira ou la mise en page qui est proposée, Halls of the Blood King est mais vraiment une incroyable boîte à outils, tellement bien écrite, tellement bien concise. On a vraiment l'impression que quelqu'un a pris le temps de se dire « Ok, je vais écrire ça pour que ce soit le plus facile possible à prendre en main pour les gens qui décident de se lancer dans l'aventure. » Il y a plus de 37 zones qui sont proposées, qui ont des références et qui sont quand même rédigées de façon assez simplifiée, assez standard, comme on le retrouve dans les aventures pour OSE, en fait, les aventures officielles publiées par Necrotic Gnome, dans le sens où toutes les informations importantes sont présentes, avec que ce soit en bullet point, donc avec des petits points, 1, 2, 3, 4, ou avec des très très courtes descriptions. Et l'écriture de Diogo est tellement concise, avec des mots-clés pour décrire les monstres, pour décrire les lieux, les figures de style utilisées, qui permettent rapidement de s'imaginer l'endroit
où on est, ce qui se trouve devant nous. Et là, je peux vous donner par exemple un exemple que je m'étais sorti tout à l'heure. Je vais essayer de le retrouver rapidement dans le livre, pour être sûr que je ne me trompe pas. C'était vraiment comme les portes d'entrée de la cour intérieure en fait du château, pour aller vraiment dans la cour intérieure en avant même du château. Et ça, je peux vous le dire sans problème, parce que en soi, vous allez voir, les personnages dans la partie ne se sont pas orientés vers cette porte-là. Il est marqué, en fait, vous voyez, il est marqué en gras que la porte, elle est en fer, elle est sombre, c'est une porte à double ballant, avec en forme de gueule, pour le gueule d'une créature. Et là, entre parenthèses, il est marqué, par exemple, elle est couverte de lianes, elle est tout rouillée. Et ça, c'est un peu pour démontrer qu'est-ce qu'on voit en premier lieu et qu'est-ce qu'on peut voir avec un peu plus d'attention, si on prend vraiment le temps d'explorer qu'est-ce qui nous pend sous le nez. Et ensuite, il est marqué qu'il y a un jardin, en fait, de roses pourries, au-delà, en fait, de la porte en fer, et entre parenthèses, qui a du sang dessus. Et les roses ont l'air de bouger malgré le fait qu'il n'y a pas de vent. Donc, swing without wind. Et finalement, qu'il y a une espèce de chemin de pierre noire qui, en fait, va mener jusqu'au manoir. Ça écrit en gras, entre parenthèses, il y a 8 pieds de large, donc 8 pieds, 2,5 mètres environ, et qu'il est usé et taché. Et juste ça, c'est pour nous démontrer ce qu'on voit et ce qu'on peut apercevoir avec un peu plus de précision. Et après cette section-là, il y a des petits, justement, points qui sont mentionnés pour dire qu'est-ce qui pourrait arriver si les personnages agissent de telle ou de telle manière. Est-ce qu'ils vont explorer le jardin de roses ou est-ce qu'ils vont directement au manoir? Est-ce qu'ils font autre chose? De mon humble avis, cette manière d'écrire-là, elle est parfaite parce que c'est concis, mais en même temps, c'est très clair. On sait exactement vers quoi on s'enligne, on sait exactement qu'est-ce qui nous attend et la porte est ouverte aussi à rendre le tout un peu plus riche selon les désirs du maître de jeu. Il y a tout le temps la possibilité d'inclure un peu plus d'informations ou même des éléments. On n'a pas l'impression de devoir tronquer, on n'a pas l'impression de devoir trafiquer trop le module pour y ajouter un peu notre propre sauce personnelle. Ensuite vient quelqu'un à qui on peut parler. Et là, je pense que selon moi, c'est une des plus grandes forces, en fait, du livre, de l'aventure de Halls of the Blood King. Parce que c'est pas une grosse aventure. Vous voyez, l'épaisseur, pour ceux qui le voient à l'écran, là, ça demeure que c'est une 50aine de pages environ. On pourrait croire que l'exploration du château du roi des vampires se limite à une succession de dangers, de pièges. Mais c'est très, très, très loin de ça, en fait. Halls of the Blood King utilise à merveille le concept des factions, dans un espace quand même assez restreint. Le château, là, on s'entend, c'est pas un donjon de 80 salles qui s'échelonnent sur 8 continents, là, très loin de cela. Autour du roi sanglant se trouvent sa cour et ses invités, dont plusieurs personnages assez étranges, mais tous veulent quelque chose, et dans bien des cas, ont quelque chose à cacher. On est ainsi dans une ambiance qui rappelle un peu cette espèce de cour renaissance-esque médiévale où il y a quelqu'un qui est à la tête, qui est au trône, et que tout le monde autour joue ses petits jeux. Tu sais, un peu Game of Thrones-esque, là, le trône de fer, où est-ce qu'on essaye de tirer notre couverture de notre côté pour avoir l'avantage face à la personne qui est assise sur le trône. Et en passant par une faction de traîtres au roi sanglant jusqu'à la possibilité de s'allier avec des êtres qui ont des objectifs beaucoup plus étranges et même primals, le simple fait d'avoir à la portée des joueurs des groupes aussi différents fait en sorte que le déroulement de l'aventure va être tellement justement différent d'une fois à l'autre. Je l'ai fait jouer à 2 reprises, et les 2 fois, les personnages ne se sont pas du tout orientés vers les mêmes personnes, les mêmes factions pour tenter de conclure l'aventure, pour tenter de trouver un terme ou de trouver une manière de sortir du château. Ils n'avaient pas non plus les mêmes objectifs de base, parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser des gens à venir dans le château, mais quand même bien, ça a vraiment été très différent, et c'est en grande partie grâce aux factions. Il y a tellement de possibilités de roleplay de cette aventure-là. Chaque faction peut possiblement devenir une opportunité pour un combat dangereux et trillant, ou justement un échange et des manières de trouver peut-être un terrain d'entente pour des agissements. Ça peut, en fait, toutes les factions avancent sur ce qu'on appelle un mince fil de fer. Ça peut tomber d'un côté ou de l'autre, et il faut juste bien jouer ses cartes pour être sûr de, on va dire, convaincre les bonnes personnes au bon moment. Et parlant de combat, quelque chose qui peut nous trucider, eh bien, des vampires. Et ça, je pense que c'est peut-être un élément qui pourrait, on va dire, déplaire ou du moins désarçonner certaines personnes. Comme je l'ai mentionné, j'aime bien le fait qu'il y a
des dangers qui sont au-delà de la capacité des personnages, eh bien, dans Halls of the Blood King, il y en a beaucoup. Les vampires, ce n'est pas des petits pecnos. Là. Les vampires, ce ne sont pas la version AD&D5, ils appellent ça des vampire spawn, là, des espèces de rejetons de vampires. Non. Chaque vampire a un peu les mêmes caractéristiques, sauf le roi sanglant. Il y a bien sûr la possibilité de les personnaliser selon plusieurs tables aléatoires qui sont disponibles à l'intérieur du livre. Mais ce sont des créatures à tuer, ce sont des machines à tuer. Là. Ils peuvent vraiment décimer un groupe de personnages si les personnages ne sont pas bien préparés. Et ça, je parle d'un seul vampire en début de partie. Et il y en a comme plus qu'une dizaine. Bien entendu, il y a d'autres créatures. Mais je ne voulais pas non plus tomber dans qu'est-ce qu'on peut trucider. Il y a énormément de choses. Ça, je vais vous laisser vous allez découvrir en écoutant la partie. Mais dans ce qui peut nous trucider, les vampires qui sont dans l'aventure sont assez difficiles et ainsi aussi cette difficulté-là fait en sorte qu'on a un peu envie de surtout se mettre du côté de certaines personnes afin de limiter les risques. Donc, encourageant encore une fois le roleplay. On ne peut pas juste foncer tête baissée. Espèce d'habitude peut-être que certaines personnes ont de juste se dire on fait le moulinet, puis on avance, puis on combat, puis on a mille et une capacités qui fait en sorte qu'on est capable de tout détruire sur notre passage. On est à des années-lumière de ça encore une fois. Il faut faire attention. Il faut choisir bien ses cartes. Et ça montre, pour moi, ça montre le fait qu'un bon module old school OSR peut justement se démontrer très riche dans ses capacités de roleplay, dans ses capacités de jeu, dans les opportunités qui sont proposées aux personnages pour justement créer du jeu, créer des alliances, peut-être même des trahisons, bref, avoir quelque chose de prenant et quelque chose de plaisant. On y va maintenant dans la catégorie spoiler, c'est divulgachage. Donc, maintenant, si vous écoutez cette section, à partir de maintenant, si vous écoutez là, vous allez vous spoiler, vous allez apprendre des choses que les personnages vont éventuellement apprendre dans l'aventure et ça peut peut-être gâcher votre plaisir. Donc, je vous conseille de soit fermer cette vidéo parce que c'est la dernière partie ou de sauter à une partie plus loin et tenter d'éviter tout divulgachage. Donc, spoiler, quelque chose avec lequel on peut expérimenter. C'est une autre force, pour moi, de Halls of the Blood King, puisque on est dans un contexte de multivers, puisqu'on est dans un contexte où on n'est pas limité à du médiéval fantastique classique. Le château se déplace où il veut, selon le désir du Seigneur des Vampires, ce dernier qui attend en fait son dû, une créature absolument très puissante, il accumule des choses avec le temps, il est ancestral, il est tellement vieux. Eh bien, il y a plusieurs choses dans le château, que ce soit des trésors, que ce soit des objets magiques, que ce soit simplement un lieu qui est aussi étrange que particulier. Et qui peuvent aussi offrir une certaine richesse en matière de roleplay. Et là, un exemple que je pourrais mentionner comme ça, et là, je vous rappelle encore, vous êtes dans la section spoiler, divulgachage, il y a une salle qui s'appelle l'Observatoire. Et lorsque les personnages rentrent dans cette salle-là, il y a un observatoire, enfin une espèce de planétarium, là, genre un module avec plusieurs planètes qui tournent, et on se rend compte que c'est des vraies planètes. Ça peut vraiment, vraiment créer on est vraiment dans un écosystème. Il y a un système solaire qui est devant les joueurs, qui est installé sur une espèce de podium. Et ce système solaire-là, c'est parce que le roi des vampires, eh bien, il se déplace où il veut, puis il prend le temps de regarder un peu les endroits qu'il a visités et qu'il veut visiter pour aller chercher le sang qui lui est dû. Et il y a même une petite table avec un petit livre et différentes écritures à l'intérieur où le roi des vampires a pris mention des endroits qu'il visite et tout ça, et c'est écrit dans plusieurs langues étranges. Tu vois que c'est quelqu'un de très lettré. Et c'est possible, en fait, juste pour le mentionner, que dans ces moments-là, si les personnages tentent de trop d'expérimenter avec l'observatoire, avec le module de planète, eh bien, ils peuvent créer différents événements qui sont de très banals à absolument catastrophiques. Par exemple, il y a la possibilité de faire cogner des planètes ensemble et de faire créer un trou noir qui va aspirer absolument tout sur son passage, dont le château, ses habitants, les joueurs, et mettre fin à la partie comme ça, d'un claquement de doigts. Et en mon sens, pour moi, c'est un point positif parce que c'est le fun de voir les limites. C'est le fun de toucher, taponner des choses dans une partie, de voir un peu sur quel levier on peut tirer afin de constater les répercussions de nos actions. À quel point est-ce que les joueurs ont vraiment une significative dans l'aventure? Est-ce qu'ils ont vraiment une instance? Est-ce qu'ils peuvent vraiment influencer ce qui se déroule en jeu? Eh bien, dans Halls, c'est le cas.
parce que, comme je l'ai dit, ils peuvent s'allier avec des vampires, ils peuvent trouver des choses avec lesquelles expérimenter. Et parmi les autres choses que je pourrais mentionner comme ça, qui encore une fois, c'est dans on dit le domaine du spoiler, avec les personnages avec lesquels ils peuvent échanger, dans les factions, il y en a quelques-unes qui sont très classiques. Tu sais, vampires qui veulent se rebeller contre le Seigneur, entre autres sa fille, la fille, la princesse de sang, comme elle s'appelle, elle veut prendre la place de son père, et les personnages vont éventuellement échanger avec elle dans cette idée-là, et ça peut être un allié très intéressant pour eux. Mais dans les autres échanges, dans les autres discussions qu'il y a durant la partie, il y a une faction qui est en fait un champignon. Et oui, un peu à imaginer un peu comme The Last of Us. C'est un champignon qui s'est accroché au château depuis un moment où s'est déplacé d'un plan à un autre plan. Il s'est accroché au château, il a commencé tranquillement à pousser dans le sous-sol du château, dans l'espèce les cellules du château, et il peut s'attacher aux personnages, se connecter à eux pour créer, en fait, les connecter à ce qu'on appelle un hive mind, une espèce de conscience collective du champignon, et les aider afin que ces derniers fassent un peu écraser le château et que les champignons puissent en quelque sorte continuer à se propager sur le château et à consommer tout ce qu'ils vont trouver sur le passage. C'est un parasite. Et ça, c'est une autre faction. Une faction de sous-sol que les personnages peuvent rencontrer. Et ça démontre encore une fois la richesse et la diversité du module. Le module, il va dans tous les sens du terme et c'est un point positif. Et peut-être le mentionner également parce qu'on s'entend, il n'y a rien de parfait. Il n'y a aucun module qui, selon moi, est sans défaut. Je pense que autant Halls of the Blood King, les salles du roi sanglant, c'est un module idéal lorsque vient le temps de débuter une partie OSR qu'on n'est pas trop familier avec le genre parce que c'est très facile à lire. C'est très facile à lire pour les non-francophones. La description est assez claire et tout ça. La mise en page est très claire aussi. Elle est très libre, espacée, ça respire. On n'a pas du tout l'impression de s'étouffer dans une quantité incroyable d'informations. Mais il y a beaucoup de connexions qui doivent se faire ensemble. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Il y a des mystères qui ne sont pas résolus et qui doivent être peut-être conçus ou peut-être conceptualisés sur papier avant le début de la partie. Comprendre, trouver une réponse, pourquoi est-ce qu'il se passe tel événement dans le château du roi sanglant, comprendre pourquoi est-ce que le roi sanglant agit de telle manière, pourquoi est-ce que telle personne veut le trahir, qui sont les créatures qui vivent dans telle section du château. Il y a certaines questions qui sont laissées, on va dire, sans réponse. Ça peut être positif comme ça peut être négatif selon le style de personne que vous êtes. Parce que je sais que certaines personnes aiment avoir l'information totale, alors que d'autres aiment beaucoup trafiquer. Et en mon sens, je suis plus du genre à trafiquer. Et Halls of the Blood King est parfait pour ça. Acheter des éléments, retirer, changer des choses. Le concept de base demeure le même. Le roi du sanglant se déplace d'un endroit à un autre pour aller chercher son dû. Et vous êtes à l'intérieur de celui-ci pour différentes raisons qui sont à définir au début de la partie. Il y a des tables aléatoires qui servent à définir pourquoi vous êtes là. Des tables aléatoires pour des rumeurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes prisonnier dans le château? Qu'est-ce que vous recherchez avec la possibilité de trouver de nombreux trésors et bien d'autres choses? Donc, c'est un peu ça, en fait, que je voulais vous présenter pour Halls of the Blood King, montrer un peu la beauté de cette aventure-là. La vidéo est quand même un peu plus longue que d'habitude et c'est pour ça que je vais quand même prendre le temps de peut-être dire que dans d'autres contextes, je pourrais aborder un peu plus de points, mais je ne veux pas non plus faire une vidéo de 50 minutes sur un petit module de 50 pages. Là. Mais quand même, je voulais prendre le temps de mettre l'emphase sur certains détails, certains points qui, en mon sens, démontrent à quel point Halls of the Blood King se détache de l'image, de l'idée préconçue du genre OSR comme étant trop classique, comme étant trop fermé d'esprit, comme étant très ce n'est que du combat, alors que justement il est à l'opposé, à des années-lumière de ça. Il y a tellement de possibilités avec cette petite aventure-là, je vous conseille fortement, et si jamais vous écoutez notre partie, eh bien, j'espère que vous allez aimer ça. Moi, j'ai eu du plaisir, c'était le fun à faire, c'était tellement fun à faire, j'ai eu un fun fou, et j'ai vraiment juste hâte de continuer à explorer encore une fois cette délicieuse proposition OSR que nous offrent les créatrices et créateurs de ce monde. Donc, et voilà. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, j'espère que vous êtes intéressé également à découvrir d'autres modules OSR de la sorte. Si jamais vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous pouvez les mettre en commentaire en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.